Salut les bouseux! Pour aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu dans un style œil du bouseux, mais en plus court et plus posé, sans sarcasme, avec bienveillance. En effet, je vais répondre à une vidéo de la chaîne Science for All, une chaîne de vulgarisation scientifique tenue par Lee, qui parle notamment de mathématiques. Intitulée Le succès de la bienveillance, publiée le 31 août 2020, elle a fait 18 000 vues et illustre, d'après moi, assez bien les œillères que peuvent avoir des sceptiques, notamment vis-à-vis du concept de bienveillance appliqué en politique et en particulier face à l'extrême droite. Mais avant de commencer, je précise que je serai ce soir sur la chaîne Twitch de Jacotte à 20 h et en live pour un débrief de notre collab dans l'œil du bouseux 15 sur Psychodélique. Un lien est dans la description et peut-être que Monsieur Panzani fera un tour sur le live. De plus, Lee a publié un complément de sa vidéo suite à des critiques, complément qui a fait 11 000 vues de moins que la vidéo d'origine. Ainsi, mes critiques ne reposeront pas ce sur quoi il a déjà répondu, hein, comme demander à des victimes d'agression d'éprouver de la bienveillance pour l'agresseur, ce qu'il ne fait pas, ou encore que le débat public, hein, avec des spectateurs, complexifie la situation en permettant aux arguments de l'extrémiste de toucher des gens. Je vous présente Christian Picciolini, qui est un ex-néo-nazi et qui depuis s'est déconverti et cherche à déconvertir d'autres personnes du mouvement. Il a publié récemment un livre qui s'appelle Breaking Hate et en l'espace de très peu de temps, c'est un peu devenu une espèce d'exemple à suivre pour moi en tout cas, sur l'art en particulier de mieux débattre. Lee nous présente donc un ex-néo-nazi américain qui serait un exemple à suivre pour lutter contre la radicalisation d'extrême droite avec une méthode bienveillante d'écoute. Nous allons constater que cette méthode est présentée uniquement par le prisme de ses avantages ou avantages supposés et à aucun moment ne se pose la question des limites, voire des inconvénients. Ces limites et inconvénients, nous allons les exposer pour apporter un peu de nuance, hein, et de modération face à cette bienveillance exemplaire. Though I saw no evidence of it whatsoever, I didn't hesitate to blame every Jewish person in the world, and I myself committed acts of violence against people solely for the color of their skin, who they loved, or the God that they prayed to. 25 years ago, I wrote and performed racist music that found its way to the internet decades later and partially inspired a young white nationalist to walk into a sacred Charleston, South Carolina church and senselessly massacre 9 innocent people. Comme l'explique Christian Piccioni, il a causé des atrocités ignobles. Ce qui est peut-être assez intéressant à noter, c'est qu'il ne semblait pas conscient de l'atrocité de ces actes au moment où il les commettait. Et je pense que ça rejoint quelque chose d'assez général. On est très très sensible à l'agressivité des autres, mais on n'est pas forcément très sensible à l'agressivité de nos propres messages tels qu'ils seront perçus par les destinataires de ces messages. Déjà, sur ce point, et comme relevé par Bunker D sur Twitter, un lien est dans la description, je n'avais pas remarqué que la comparaison ne fonctionne pas. Lee parle de la perception de la violence différente selon les personnes, hein. On peut être perçu comme agressif mais ne pas s'en rendre compte. Et oui, c'est bien de se poser la question. Mais Picciolini parle d'une violence qu'il sait très bien être une violence. Comme relevé par Bunker D, quand tu tabasses un type, bah, tu sais très bien que c'est violent. J'interprète, mais je pense qu'ici, Lee veut absolument faire un lien entre ses réflexions sur les débats et ce que dit Picciolini, alors qu'il n'y a pas de rapport. Ensuite, on a une erreur de la part de Lee, erreur conséquente d'une ignorance de la mentalité d'extrême droite. Lee nous fait comprendre que le néo-nazi ne se rend pas compte de l'atrocité de ce qu'il fait. Pourtant, la violence de l'extrême droite est une violence tout à fait consciente. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien qu'ils sont violents, mais ils le justifient. Ironiquement, ils croient être dans le camp du bien, comme j'en parlais dans LEM 28. La violence antisémite d'un néo-nazi, par exemple, peut être justifiée par la croyance en un complot juif mondial. Un complot contre la race blanche, la chrétienté, l'Occident, le capitalisme, ou parfois tout ça à la fois. Si on croit ça, ce n'est plus de la violence aveugle, ce n'est plus une atrocité, comme on pourrait le juger d'un point de vue extérieur à leur univers mental.
Au contraire, cette violence devient de la légitime défense. Les nazis historiques, eux-mêmes, justifiaient leurs massacres, leurs génocides, leurs meurtres d'enfants par la rhétorique du «c'est eux ou nous». Comme Christian Ingrao, historien spécialisé notamment dans les crimes de guerre, nous l'explique dans son livre La promesse de l'Est. Des entretiens sont disponibles sur YouTube. C'est passionnant, j'en ai regardé 5 heures la semaine passée. Bref, les criminels nazis se sont mis à considérer que s'ils n'exterminent pas les juifs, alors ce sont les juifs qui les extermineront en tant que race germanique. C'est ce qu'on pourrait appeler une légitime défense par anticipation. On les tue pour qu'ils ne nous tuent pas. Ainsi, en ignorant ces subtilités, en ignorant comment pense le nazi ou l'extrémiste de droite en général, on ne peut pas s'adresser à lui, directement ou non, de façon efficace. Picciolini, lui, il sait tout ça car il a vécu, il a eu cet univers mental. Or, il est mis en exemple à suivre à des gens qui n'ont pas eu cet univers mental nazi. Et ça, c'est un gros problème. And the way I do that is not by arguing with them, not by debating them, not by even telling them they're wrong, even though, boy, I want to sometimes. I don't do that. Instead, I don't push them away, I draw them in closer. Je trouve vraiment cela fascinant. Selon Picciolini, qui a un taux de succès ahurissant si on compare à n'importe qui d'autre, la meilleure façon de convaincre, c'est de commencer par écouter et résoudre les problèmes des autres. Je rappelle donc que le conseil est donné par un ex-néo-nazi. Donc déjà un type qui sait très bien comment pensent les néo-nazis et autres suprémacistes blancs, ce qui permet de déjouer leur rhétorique, de connaître leurs mensonges et autres raccourcis. Mais Picciolini, l'exemple à suivre, est aussi un type qui ne risque pas de devenir néo-nazi à nouveau. Je pense qu'on peut se permettre de considérer qu'une fois qu'on est sorti d'un tel extrémiste, on n'y retourne plus. Or, ces conseils sont donnés à des gens qui, n'ont pas forcément ces connaissances, et 2, peuvent potentiellement se radicaliser. En gros, ce qu'il dit, c'est rien d'autre que aller écouter les arguments des nazis. C'est exactement ce que dirait un nazi. Sans sarcasme, il est évident qu'une pensée suprémaciste raciste ne surgit pas dans la tête de quelqu'un de nulle part. Il a bien fallu commencer par être exposé à ces idées. Je ne pense pas qu'exposer plus de gens aux arguments racistes soit une bonne idée, surtout sans s'être bien renseigné avant sur leur méthode d'endoctrinement. Chez les sceptiques, on sait très bien que la simple exposition aux théories complotistes est un facteur expliquant l'adhésion à ces théories, même si ces théories sont présentées sous une forme débunkée. Concrètement, on ne va pas débunker une théorie marginale, car on va alors l'exposer à plus de gens que si on l'ignorait. Ma question aux sceptiques, c'est donneriez-vous ces conseils vis-à-vis du complotisme ou des dérives sectaires? Iriez-vous dire aux gens, parlez aux complotistes, parlez aux membres des sectes? Non, car c'est prendre le risque de participer aux dérives complotistes ou sectaires en leur donnant de nouveaux adeptes potentiels. Et on va ainsi plutôt défendre l'exposition à un discours antagoniste, on va en appeler à diffuser un contre-discours. Alors pourquoi justifier cette démarche quand on parle de suprémacistes blancs? Il est tout à fait possible que la bienveillance soit un bon outil pour permettre à des gens radicalisés de se remettre en question, mais il y a une zone d'ombre. Quel est le prix à payer? I'd like to just leave you with one last thing before I go. Of all the people I've worked with, they will all tell you the same thing. One, they became extremists because they wanted to belong, not because of ideology or dogma. En particulier, si ces personnes se retrouvent dans ces groupes-là, c'est que souvent, à la base, ils avaient une crise identitaire, ils avaient un besoin, un appel à l'aide. Et du coup, une meilleure façon de déconvertir ces individus, c'est avant tout de chercher à résoudre leurs problèmes. Pour ne pas avoir l'air d'un emmerdeur qui distribue uniquement des mauvais points, je vais quand même relever qu'ici c'est une très bonne méthode. L'extrémisme répond à un besoin, quel qu'il soit. Ici, le lien social, par exemple. Apporter une autre réponse à ce besoin est efficace. C'est un principe à garder à l'esprit quelles que soient les situations. Si vous avez par exemple un masculiniste qui croit en la misère sexuelle et que ça serait à cause de la guerre des sexes des féministes, il ne suffit pas de lui montrer que c'est faux.
Il faut aussi, et même surtout, lui montrer que ce sentiment de misère sexuelle est en réalité causé notamment par les injonctions sexistes qui imposent aux hommes de considérer les femmes comme des objets à conquérir pour être un vrai homme accompli qui bourre des chattes. Et du coup, il faut chercher à résoudre ces problèmes avant tout. I try to make people more resilient, more self-confident, more able to have skills to compete in the marketplace so that they don't have to blame the other that they've never met. Parce que c'est notre projet! Ouais, j'avais dit que je ferais pas de sarcasme, hein, mais là, avec le nazi devenu macroniste, c'est juste pas possible, hein. Alors, ok, c'est un progrès, hein, mais il est toujours extrémiste. Alors, pour faire simple, hein, si un mec vous dit que le chômage, c'est la faute des immigrés, même si vous réussissez à le convaincre qu'il se trompe et qu'il devrait se bouger le cul pour trouver un emploi, le chômage est toujours là. Face à la problématique du chômage, Picciolini remplace la xénophobie par la responsabilité individuelle. Comme si le chômage de masse était de la responsabilité des chômeurs qui ne font pas assez d'efforts pour trouver un emploi. La limite de cette logique est assez flagrante quand on sait qu'il y a en France 5 fois plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles. Le problème structurel du chômage de masse n'est pas combattu, ni même interrogé dans cette démarche qui est alors strictement individuelle, qui à aucun moment ne remet en question les causes et donc se condamne à échouer et éternellement recommencer. Avant de conclure, de ce point de vue défendu par Lee, on peut s'interroger sur des questions morales, hein, comme le fait de mettre en valeur un ex-néo-nazi coupable de violence, complice indirect de crimes, alors qu'on pourrait peut-être plutôt mettre en valeur les discours des cibles de ces violences. Mais ce que l'on peut constater avec cet exemple, qui peut servir d'illustration à une tendance chez les sceptiques en particulier, les apolitiques en général, c'est que le dogme, en quelque sorte, de la bienveillance forcément bénéfique pousse à ne voir que les bons côtés sans s'interroger sur les limites ou les inconvénients. Alors oui, hein, être sympa avec les gens, en général, c'est bien. Mais des fois, avec certains extrémistes, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Peut-être qu'appeler au rapprochement avec l'extrême droite, c'est autant se rapprocher d'eux qu'ils se rapprochent de nous, c'est aussi leur donner des moyens de convaincre. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? Non, on va prendre notre appel. Allô? Ouais, allô, quand même, faut être bienveillant pour qu'on écoute tes arguments, tu vois. Pourtant, j'ai été bienveillant et tu n'as pas écouté mes arguments. Ouais, mais non, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. On va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô? Monsieur Panzani, vous truquez votre voix? Pas du tout. Pas du tout. Bon, allez-y, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme connerie? Ah bah, vous êtes contre la bienveillance alors que vous, à gauche, vous prétendez le camp du bien. C'est pas très cohérent. Ha! Oui, en effet, ça signifie que votre compréhension de la gauche est erronée. Non, j'ai pas une compréhension erronée d'abord. Vous ne comprenez rien à ce que je dis, en fait. Ah bah voilà, tout de suite la condescendance. En même temps, vous cherchez. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.